le magazine de la Grâce matinale, l'invité. L'historien et résistant Marc Bloch rentre au Panthéon et Raphaël Varnery, vous lui consacrez votre interview du jour. Bonjour Raphaël. Bonjour Zoé, bonjour à toutes et tous. Effectivement, dans 5 jours, mardi 23 juin, Marc Bloch entrera au Panthéon, historien médiéviste, résistant, républicain, juif athée, 82 ans après son assassinat par les nazis. Marc Bloch devient un grand homme dont la patrie est reconnaissante. Il n'est pas le premier résistant à entrer au Panthéon, loin de là, mais il est le premier historien. Et pour comprendre qui était Marc Bloch et qu'est-ce qu'il représente, j'ai le plaisir de recevoir ce midi Florian Mazel. Bonjour Florian Mazel. Bonjour. Alors vous êtes historien médiéviste aussi, spécialiste de l'histoire sociale, enseignant-chercheur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais donc aussi très récemment à l'origine d'un livre co-dirigé avec Yann Potin intitulé Marc Bloch, l'histoire en résistance aux éditions du Seuil. Avec un ensemble d'historiens, vous revenez sur le parcours, l'héritage du médiéviste, car bien sûr Marc Bloch c'était un résistant, tué par les nazis en 1944, mais Marc Bloch c'est aussi, voire surtout un historien médiéviste qui marque encore la discipline. Alors j'ai une première question pour vous Florian Mazel. Qu'est-ce qui fait de Marc Bloch un historien à part ? Alors, beaucoup de choses, en fait. C'est sûr que sa trajectoire biographique, là, que vous venez de dessiner à grands traits, elle le singularise clairement. Tous les historiens n'ont pas été résistants, tous n'ont pas été non plus des héros de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, il y a un certain nombre d'engagements biographiques qui le distinguent, même si il s'insère par ailleurs dans un milieu, on va dire, professionnel des historiens qui, depuis la fin du 19e, début du 20e siècle, participent, on va dire, d'un engagement dans la République qu'il partage, voilà, générationnellement. Après, ce qui en fait un historien à part, au-delà de la mémoire dont il a fait l'objet très tôt, parce que c'est vrai qu'il a été, de cette manière, dès l'après-guerre, un petit peu, je dirais, canonisé quasiment, finalement, en raison justement de cet engagement et de sa fin tragique. Mais ce qui en fait un historien à part, c'est justement par les renouvellements qu'il a portés dans son œuvre principalement médiéviste, mais pas exclusivement médiéviste, donc dans son œuvre d'historien. Donc il a rénové une discipline, l'histoire, avec tout un ensemble par ailleurs de collaborateurs, parce que Marc Bloch était aussi quelqu'un qui travaillait collectivement, au premier chef son ami et collègue Lucien Febvre, qui était d'ailleurs aussi son aîné, et donc parfois aussi un petit peu son prédécesseur. Enfin, ils ont une relation à la fois d'égalité et de révérence. Et c'est notamment lui qui le canonisera entre grosses guillemets après la guerre. Oui, c'est lui qui clairement, voilà, lui en 1946, entre 45 et 46, c'est l'origine des premiers hommages. Et justement, il souligne dans un texte assez fameux qu'il n'y a qu'un Marc Bloch et qu'on peut pas dissocier finalement ces différentes identités, l'identité historienne, l'identité combattante, l'identité professorale, parce que c'était aussi un très grand enseignant et qui a voulu enseigner à tous les publics aussi, pas exclusivement le public étudiant de l'université de la Sorbonne, par exemple, à laquelle où il a fini sa carrière, donc on va dire une sorte d'élite à l'époque en particulier, mais il avait vraiment une très forte sensibilité et il s'est engagé aussi pour l'enseignement secondaire, voire l'enseignement primaire à travers les formateurs des instituteurs et des institutrices. Effectivement, c'est une phrase qui est dans votre livre, un discours de Lefebvre de 46. Un seul bloc, oui, en vérité, est celui-là même qui accordait au plus profond de lui ces deux natures, unissant l'historien au citoyen, le savant au français. C'est bien celle-là. C'est bien ça, cette phrase. Et c'est pour ça qu'on a choisi comme sous-titre au livre Résistance de l'histoire avec un petit R, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est pas la résistance uniquement, le mouvement dans lequel il s'est engagé avec un grand R, c'est tous les fils qui relient justement, on va dire, son identité professionnelle, intellectuelle et finalement ses engagements qu'on pourrait dire politiques, mais aussi familiaux, biographiques, quoi. On va revenir un peu sur ces engagements après, mais sur la partie médiéviste, j'avais juste une question. On résume aussi Marc Bloch à la méthode de l'école des annales avec Lucien Febvre. Est-ce que d'un point de vue médiéviste, est-ce qu'il apporte quelque chose au savoir ? Est-ce que c'est quelque chose de révolutionnaire un peu dans son approche ou alors, en tout cas dans les faits qu'il apporte ? Oui. Alors, c'est ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le Moyen-Âge, pour lui, c'est un terrain d'expérimentation. Un terrain où il va expérimenter un certain nombre, justement, de manières de faire de l'histoire. Et à ce titre-là, il renouvelle le Moyen-Âge. Mais je dirais que il renouvelle l'histoire à travers le Moyen-Âge. C'est pas exclusivement le Moyen-Âge. C'est vrai que, à de multiples niveaux, le Moyen-Âge lui a permis déjà d'élargir le questionnaire des historiens. C'est-à-dire, ce qui est assez fascinant déjà quand on voit ces titres de ces 4 ouvrages d'histoire médiévale, puisque les 4 ouvrages qu'il a publiés sont vraiment, hormis les 2 posthumes, sont, que ce soit Les rois et serfs, sa thèse, Les rois thaumaturges, Les caractères originaux de l'histoire rurale française ou La société féodale. Ces 4 livres brassent des thématiques très différentes. Dans Le roi thaumaturge, il est sur un sujet d'histoire
l'histoire à la charnière, on pourrait dire, du religieux, du politique, des mentalités, de l'exercice du pouvoir. Lui-même, d'ailleurs, il définit son ouvrage dans l'introduction comme un histoire qui fait de la vraie histoire politique. Voilà, mais en même temps, son objet peut nous paraître religieux, puisqu'il étudie un miracle, et la croyance en un miracle plutôt. Et puis après, dans les caractères originaux, il s'intéresse à la formation des paysages et à l'histoire rurale. Puis dans la société féodale, là c'est une synthèse, il s'intéresse un peu à tout, mais beaucoup à l'histoire sociale, à l'histoire des groupes aristocratiques. Il a fait beaucoup d'histoire économique, il a fait de l'histoire des techniques. Il s'est emparé d'objets qui sont aujourd'hui plutôt ceux de l'histoire de l'art, des images, des sculptures. Il était ouvert à l'archéologie. Donc en fait, voilà, le premier bouleversement, moi je trouve, c'est ça. C'est l'élargissement du questionnaire qui va tout de suite avec un élargissement, vous voyez, des documents qu'il va mobiliser. C'est-à-dire qu'il ne reste pas sur les documents que l'école méthodique positiviste dont il est l'héritier avait mis au cœur du travail de l'historien, qui est l'archive. C'est un homme d'archives, il adore l'archive, mais il ne fait pas que de l'archive. Et puis, il élargit aussi la discipline, parce qu'il va engager un dialogue avec les jeunes sciences sociales qui sont en train de naître. Notamment la sociologie. Et notamment la sociologie et l'anthropologie qu'on ne distingue pas encore vraiment, mais par exemple dans les rhétomaturges, c'est sûr que ce qui l'intéresse, c'est comment on a pu croire à un miracle. Il va s'intéresser, il va puiser du côté de l'anthropologie du rapport à l'autorité. Qu'est-ce qui fait autorité ? Est-ce que le sacré est toujours indispensable à l'exercice d'une autorité ? Mais il va aussi aller du côté de la... Aujourd'hui, on ne dirait pas ça comme ça, mais ce qui à l'époque s'appelait la psychologie sociale, c'est-à-dire justement les mécanismes psychologiques qui fait qu'on croit à quelque chose qui nous paraît faux, comme les fausses nouvelles de guerre d'ailleurs. En ce sens-là, il y a un vrai écho entre son expérience de combattant pour le qui sort en 1919, c'est ça ? Qui est publié dans une revue... savante en 1919, mais qui brasse vraiment un matériau. En fait, on oublie toujours pour les fausses nouvelles de guerre, on se focalise sur les fausses nouvelles de la Première Guerre, c'est bien l'objet principal. Mais il commence par évoquer des fausses nouvelles médiévales. Et là, on voit bien que le Moyen-Âge, c'est l'occasion de poser des questions, mais que c'est des questions qui valent pour toutes les époques, d'une certaine manière, et il va donc ne cesser de faire dialoguer entre eux les époques, les documents, autour, en revanche, d'une question. Parce que voilà, ce qui l'intéresse là, en l'occurrence, c'est comment on a pu croire, par exemple, à l'existence de soldats allemands infiltrés derrière les lignes. Il va même plus loin. À un moment, il dit même comment moi-même j'ai pu croire à ce que les Russes avaient bombardé Berlin. Et parce qu'il dit, j'ai failli y croire. Et donc, il s'observe lui-même dans la situation où il dit, où il se rend compte que il se passe quelque chose qui relève d'un contexte qui explique la croyance. Et donc, c'est ça qui l'intéresse. Et dans les rhétomaturges, c'est comment on a pu croire que les rois guérissaient une maladie de peau alors qu'ils n'étaient pas saints. Enfin, il y a quelques rois qui sont canonisés, considérés comme saints, qui peuvent opérer des miracles, on va dire, à titre personnel, parce qu'ils sont considérés personnellement comme des figures saintes. Mais là, c'est une capacité qui est liée à la fonction. À la fonction, ils sont rois, et à la dynastie. Ils appartiennent à une famille, donc c'est en plus quelque chose qui se transmettrait de manière héréditaire. Ce qui est voilà, et donc c'est ça l'intrigue pour lui. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait de l'histoire une intrigue. Et ça, c'est ça, c'est la problématisation. Voilà, on est complètement les héritiers, c'est-à-dire qu'on considère qu'à la base de l'histoire, il n'y a pas, on va dire, un document. Ça, c'était un peu la manière de l'école positiviste méthodique. On part des matériaux légués par le passé, et puis on essaie de voir ce qu'ils nous disent. Et il s'agit juste de les décrypter. Bloch, il part d'un questionnaire, et ensuite il va chercher les documents. Et ces documents lui disent d'ailleurs aussi, lui donnent aussi le périmètre géographique et chronologique de l'enquête. C'est-à-dire qu'il ne présuppose pas au départ qu'il va devoir s'intéresser à tel espace ou à telle période. C'est la question qui le fait définir finalement les paramètres de l'enquête. Et c'est là où on se retrouve donc dans l'école des Annales avec Lucien Febvre. Si je résume entre grosses guillemets, c'est la capacité donc de l'école des Annales et de Marc Bloch, c'est d'interpréter aussi, donc problématiser d'abord, ensuite d'interpréter et d'avoir cette ouverture scientifique, en tout cas avec les sciences sociales qui sont nouvelles et qui arrivent, et d'avoir cette curiosité aussi très horizontale et d'aller vraiment sur tous les aspects. C'est un peu ça ? Oui, tout à fait. Alors ce qu'il y a juste, c'est qu'il faut distinguer, on va dire, le Marc Bloch, c'est la revue des Annales, parce qu'en fait l'école n'existe pas en tant que telle de son vivant, puisqu'il est assassiné en 1944, et ce qu'on appelle l'école des Annales, véritablement, c'est celle qui va se revendiquer de son héritage, et du héritage aussi de la revue, mais c'est en gros ce qui est construit dans les années 50-60 autour de Lucien Febvre, qui est encore vivant, et puis de Fernand Braudel surtout, et qui va même aller jusqu'à s'extraire à un moment de l'université où elle se sent pas à l'aise. Alors que Marc Bloch, lui, je dirais pour le coup, je pense qu'il aurait préféré investir et renouveler l'université de l'intérieur, enfin c'est ce qu'il a commencé à faire d'ailleurs, mais c'est la revue qui est le terrain. Et rien que ça aussi, c'est un geste intellectuel intéressant, parce qu'il le fait pas de manière un peu solitaire en faisant une œuvre personnelle. Il fait une revue, et une revue, bon, c'est énormément de travail, c'est surtout collectif, et à ses yeux, c'est aussi international.
C'est-à-dire que d'emblée, ils sont avec Lucien Febvre dans l'optique dont on va recruter des correspondants et on va recruter des auteurs en Europe et aux États-Unis. Et on va donc comme ça avoir une internationalisation qui est aussi cette ouverture. Il y a l'ouverture à les sciences sociales. Et on voit que dans le sommaire des annales des années 30, il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui des politistes, il y a des démographes, il y a des géographes. Et on parle de tout. Enfin, je veux dire, il y a parmi les premiers articles aussi, par exemple, sur des effets retours d'analyse du nazisme, de la montée du nazisme dès la deuxième moitié des années 30. Mais on parle de la réforme agraire en Roumanie, on parle vraiment de tout. Et une revue, c'est aussi beaucoup de comptes rendus. C'est-à-dire qu'aussi, c'est une histoire vivante, c'est-à-dire qui se nourrit des lectures, des comptes rendus qui sont faits. Et lui, il a fait plus de 1000 comptes rendus. Enfin, c'est phénoménal la part qu'il a consacrée à ça. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, cette méthode-là, elle est digérée, en tout cas, elle est complètement admise dans le système français et en fait, elle est devenue la norme? Oui, c'est le paradoxe, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qu'a fait Marc Bloch, oui, c'est courant parce que ça a été intégré, ingurgité, alors dans le temps long quand même, parce que c'est sujet à controverse dans les années 30, mais ça l'est encore dans les années 50-60. C'est vrai que depuis les années 60-70, on peut dire que l'essentiel du legs méthodologique de Bloch, il est intégré, on va dire, à la formation des historiens et même à l'enseignement de l'histoire, non seulement à l'université, mais aussi dans l'enseignement secondaire, voire même primaire. Le simple fait, par exemple, Marc Bloch, il conseillait pour la réforme du primaire, parce qu'il lance des idées dès la fin des années 30, et puis surtout quand il est engagé dans la résistance, il est aussi engagé dans une revue qui s'appelle Les Cahiers politiques, qui est un laboratoire un petit peu de ce que devrait être la République une fois la guerre gagnée. Et il a des projets de réforme de l'enseignement. Et pour l'enseignement primaire, il dit il faut partir du local, finalement, pour un peu toutes les disciplines. Il faut partir de l'environnement immédiat des enfants. Ça, c'est des choses qu'on continue à faire parfois dans le primaire. Et donc, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient en partie de lui. En tout cas, il y a une influence qui est encore présente. Est-ce que vous, en tant que médiéviste, ce qui m'a intéressé dans votre livre, vous parlez de fils interrompu. Parce qu'en fait, effectivement, je crois qu'il n'a aucune thèse qui sont soutenues sous sa direction parce qu'il meurt trop tôt, entre en 1944. Et du coup, il y a des gens qui se réclament, mais qui, en fait, il n'y a pas eu vraiment de filiation universitaire. Oui, tout à fait. Alors après, il y a plusieurs facteurs à ça. Il faut voir quand même que l'université des années 20-30, c'est un milieu très élitiste. C'est pas du tout l'université massive qu'on connaît aujourd'hui. Donc, aller à l'université, il y avait déjà très peu d'étudiants. À Strasbourg, il fait cours devant des effectifs de 10, 15 étudiants. Donc, on n'est pas dans le même monde. Hein. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu l'hécatombe de la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas non plus l'oublier. C'est-à-dire qu'après, alors elle se voit concrètement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, mais il y a un effet rebond, c'est-à-dire que la démographie, elle n'est pas extrêmement dynamique dans les années 20-30. Bon, ça, c'est des réalités un peu macro. Mais après, il y a aussi le tempérament de Bloch, qui lui-même le reconnaît à plusieurs reprises. Hein. Finalement, c'était par certains côtés, il aimait enseigner, mais il n'était pas en quête, je dirais, d'avoir des disciples. Voilà. Et donc, effectivement, il y en a eu très peu. Et en plus, donc, il y en a eu 3, en fait. En plus, sur les 3, il y en a un qui est décédé, lui aussi, comme combattant de la France libre en 1944. Donc, c'est vrai que ça a interrompu la filiation. Après, il a eu une filiation considérable, indirecte, je dirais, parce qu'il a influencé tous les historiens de toutes les périodes, et même au-delà des historiens. Par exemple, aujourd'hui, aujourd'hui, mais dès les années 50, ce qui fait qu'il y a une réception de Bloch qui est assez considérable dans le milieu universitaire mexicain. C'est parce qu'il a eu comme élève à la fin des années 30 à la Sorbonne un géographe, François Chevalier, qui se trouve avoir, pour des raisons qui partageaient un intérêt commun pour, on va dire, l'histoire rurale et les formes de propriété rurale. François Chevalier, il a travaillé sur le latifundio, donc la grande propriété foncière au Mexique. Et après-guerre, François Chevalier, il était en poste au Mexique et il s'est engagé dans la traduction en espagnol et dans la diffusion de l'œuvre de Bloch au Mexique. Et du Mexique, elle a gagné toute l'Amérique hispanophone. Et donc là, on voit qu'il y a eu quand même une filiation. Pas aussi normée ou classique que celle à laquelle on se serait attendu. Mais donc chez les médiévistes, c'est vrai qu'en revanche, il n'y a pas eu d'héritier direct. Georges Duby aurait adoré faire sa thèse avec Marc Bloch, mais Marc Bloch était entré en résistance et il s'est inscrit finalement avec Charles Edmond Perrin, qui était un jeune collègue quand même de Marc Bloch, qui est un ami de Marc Bloch depuis Strasbourg. Okay. Donc il y a quand même des formes pas directes. Alors Charles Edmond Perrin, intellectuellement, c'est pas Marc Bloch, hein, c'est pas le même type il est plus, par certains côtés, plus classique, plus conventionnel, plus traditionnel. Mais Duby est aussi un héritier de Febvre. Il va tout de suite rencontrer Lucien Febvre et par l'intermédiaire de Febvre, il y a aussi la filiation. Donc il y a quand même des filiations. Et on va revenir un peu sur la panthéonisation justement de cet historien de Marc Bloch.
En fait, il y a aussi quand même une personnalité, c'est que c'est un résistant, c'est quelqu'un qui a été engagé aussi, qui même à la Première Guerre mondiale revient combattre aussi, il a ce côté un peu républicain. Il est aussi utilisé, Marc Bloch, par la droite, par la gauche, par l'extrême droite aussi. Comment se passe? Est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça représente cette panthéonisation? Qu'est-ce qu'elle doit dire et quel, on va dire, message politique au sens large elle doit porter cette panthéonisation? Alors, c'est clair que une panthéonisation, c'est un geste politique. Donc, la présidence de la République, surtout depuis depuis la Ve République, c'est le président qui décide. Donc, lui, il a un projet, voilà, qu'il a donc d'ailleurs, qui est public, qui suffit de lire le discours du 24 novembre 2024 où il a annoncé la panthéonisation. Donc, il déroule. Et parmi d'ailleurs les motifs, il y a clairement la valorisation, la mise en avant de l'histoire comme discipline dans, on va dire, une forme de contribution justement au lien social et politique. Et ça, c'est un trait très français, voilà, que l'histoire soit enseignée dans le secondaire et le primaire. On ne sait pas du tout général en Europe. Donc là, il y a une dynamique très française. Il y a aussi, de manière plus large, l'université comme institution. Et là, on peut le réendosser. Enfin, voilà, moi, je fais le tri dans le discours d'Emmanuel Macron de ce qui me parle le plus. Il y a l'université parce qu'effectivement, on voit bien qu'elle est en difficulté et que de manière plus globale, d'ailleurs, les savoirs académiques sont discrédités, délégitimés. Donc là, il y a un enjeu très fort à faire reconnaître pour une société démocratique l'importance d'avoir des savoirs informés, voilà, et légitimes. Donc, je dirais ça. Il y a la question aussi de la dimension professorale. Les professeurs d'histoire, ils sont quand même visés de manière tragique depuis quelques années comme étant une sorte de représentant d'incarnation aux yeux de certains, pour le coup, de l'esprit des Lumières. Et Marc Bloch, c'est vraiment un homme des Lumières. C'est-à-dire son rapport à son exigence de vérité dans le champ aussi bien... pour le coup politique, il a été immergé dans l'affaire Dreyfus au moment où il était jeune adolescent et jeune adulte. Et ses parents, son milieu, étaient très engagés dans l'affaire Dreyfus. Donc il y avait une notion de mise à jour de la vérité qui renvoie aussi au cœur de son métier. C'est-à-dire que voilà, un historien, il doit quand même établir des formes de vérité. Et aujourd'hui, on voit bien que établir la vérité et surtout faire confiance aux universitaires ou aux savants pour l'établir, ça va pas de soi. Donc je trouve qu'il y a une forme de recharge qui est intéressante. Et puis il y a la République. Voilà, parce qu'effectivement, pour lui, son attachement à la nation et sur la question de la politisation et des éventuelles appropriations politiques, là, il y a quand même un élément important, c'est qu'il faut effectivement ne pas le laisser être approprié par des chapelles et fortiori par des chapelles nationalistes à partir du moment où, pour le coup, il est extrêmement patriote et des formes de patriotisme qui peuvent nous sembler, par certains côtés, assez lointaines. C'est vrai que, voilà, sacrificielles, des choses qui peuvent nous être un peu étrangères, mais en même temps, cet engagement, il est vraiment, c'est pas la nation, c'est la nation en tant qu'elle est république. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que la forme du régime et les enjeux d'égalité et de liberté qui sont liés au régime républicain, ils sont centraux dans son adhésion à la nation. Et donc, et ça rejoint là aussi son engagement savant, parce qu'il n'a eu de cesse de lutter contre ce qu'il appelle le nationalisme historiographique ou le nationalisme méthodologique. Et dans les annales, le fait qu'elle soit internationale, enfin qu'elle se veuille internationale comme revue, ça a du sens aussi, parce que dans l'Europe d'après-guerre, dans un contexte où voilà, il y avait déjà eu un choc entre France et Allemagne, il y en a un second dans la seconde, il jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que bien sûr, il correspond plus avec les universitaires allemands. Mais ils ne considèrent pas que la science allemande et le savoir allemand doivent être bannis pour l'éternité. Donc là aussi, il y a un message, je dirais, à la fois international et européen, qu'on peut endosser aussi assez largement, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est un message que doit porter l'historien? En fait, ma question, c'est est-ce que Marc Bloch, c'est une figure qui pousse le chercheur, l'historien, à sortir de sa réserve, à devenir un peu plus politique aujourd'hui en France? Alors, oui, après, c'est quelque chose d'assez fin, parce qu'en fait, Marc Bloch, en même temps, comment dire... je le dirais une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est quelqu'un qui pense la légitimité, même le devoir. Le mot devoir est très, très important pour Marc Bloch, le devoir de l'engagement. En revanche, ce n'est pas un militant. C'est-à-dire que pour lui, il y a un problème dans le militantisme, c'est qu'on finit par coller tellement à son objet qu'on n'a plus la distance critique de l'historien, pour le coup, de savant, de l'intellectuel, mais aussi du citoyen. Et donc, c'est un peu paradoxal aux yeux des formes d'engagement aujourd'hui qui sont très souvent très militantes. Marc Bloch, il est un peu dans un monde où il y a des engagements, il y a des devoirs de solidarité, des devoirs de réaction par rapport, etc. Mais il est toujours un petit peu dedans-dehors sur les formes les plus, on pourrait dire, radicales d'engagement qui prendraient la forme d'un militantisme. Il n'aime pas être embrigadé. Très bien. Eh bien, malheureusement, l'interview touche à sa fin. Merci beaucoup, Florian Mazel, pour votre temps. Je rappelle votre livre, co-dirigé avec Yann Potin. C'est Marc Bloch, l'histoire en résistance aux éditions du Seuil. Un livre passionnant qui permet de mieux comprendre qui est cet historien résistant qui marque encore notre temps 82 ans après sa mort.
Et pour rappel, donc, Marc Bloch qui est panthéonisé mardi prochain, le 23 juin. Et avec toute l'équipe de Fréquence Protestante, on y sera. Nos reportages seront dans le flash du lendemain, mercredi 24 juin. Il est 12h31 encore sur Fréquence Protestante et le magazine continue. Juste après, une pause musicale, on écoute Louis Chédid et sa chanson Anne Masseran.